bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. À la une de l'actualité dans votre journal ce matin. Connaissez-vous Bedford en Virginie? Le 6 juin 1944, cette petite ville américaine a perdu 19 de ses enfants. Ils sont morts sur les plages normandes sous le feu des nazis. C'était le débarquement il y a 75 ans. Reportage dès le début de ce journal. Voilà une somme qui assombrit encore un peu plus l'horizon de Carlos Ghosn. Un audit interne à Renault-Nissan accuse l'ancien patron d'avoir engagé 11 millions d'euros de dépenses suspectes. Explication dans un instant. Et enfin, un jour un portrait. Je vous parle de l'équipe de France de football féminine. Elle est à la fois milieu de terrain et maîtresse d'école. Nous vous présentons aujourd'hui Élise Bussaglia. Et à 8h12, Jean-Sébastien Soldaini pour la visite d'État du président américain au Royaume-Uni. À 8h15, Audrey Caspo-Mara qui reçoit le député républicain et président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Woerth. Europe 1. Il y a 75 ans, 150 000 soldats partaient des côtes anglaises en direction de la Normandie. 10 000 d'entre eux allaient tomber sous la mitraille nazie. Alors nous vous racontons ce matin une histoire peu connue, celle de Bedford en Virginie, une petite ville américaine. Avec nous, Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis. Bedford a payé, Xavier, un très lourd tribut le jour du débarquement. Oui, parce que ce 6 juin 1944, sur Omaha Beach, 19 habitants de Bedford sont morts ensemble en moins de 10 minutes sous les balles allemandes. Et pour comprendre le traumatisme vécu par ce village de 3000 habitants, il faut aller à l'ancien drugstore, le magasin buvette dans la rue principale. C'était ici que la télégraphiste recevait les messages pour le village, explique Ken Parker, un historien amateur qui a transformé le lieu en centre de mémoire. Cette machine-là que vous voyez s'est mise à sonner, raconte Ken, et les messages sont arrivés un par un. Votre fils Clifton Jelly a été tué au combat le 6 juin en France. 1, 2, 3, 19 noms donc en tout, dont celui de Little Jack, le frère de Margaret Cottrell. Ma mère était dehors à étendre le linge, se souvient-elle, alors petite fille. Un homme lui a tendu une lettre, elle l'a ouverte et elle s'est mise à pleurer. J'ai grandi avec ça. Au village, tout le monde avait perdu quelqu'un. De son frère, il reste à Margaret sa Bible de poche encore tachée de sang. C'est en hommage aux Bedford Boys, comme on les appelle, que le Congrès a voté l'installation ici du mémorial national du D-Day à plus de 6000 km des plages de Normandie. Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Merci Xavier. Les célébrations commencent aujourd'hui. Cela se passe à Portsmouth au Royaume-Uni. Donald Trump, Emmanuel Macron, la reine d'Angleterre, les premiers ministres britanniques, canadiens, australiens, Angela Merkel aussi, et 300 vétérans qui prendront d'ailleurs tout à l'heure la mer en direction de la Normandie. À noter toutefois que Vladimir Poutine n'a pas été invité cette fois-ci. La Russie fait toujours l'objet de sanctions européennes à cause de son implication dans le conflit ukrainien. Le ciel s'assombrit encore un peu plus pour Carlos Ghosn. Oui, imaginez 11 millions d'euros. 11 millions d'euros de dépenses suspectes engagées par l'ancien patron. C'est la conclusion d'un audit réalisé par une entreprise indépendante. L'argent a été versé par une structure opaque basée aux Pays-Bas, RMBV, qui chapeautait jusqu'ici Renault-Nissan. L'audit permet d'en apprendre beaucoup sur le train de vie et les méthodes de Carlos Ghosn. Emmanuel Dutheil. La liste des dépenses est relativement longue. On y trouve des voyages en jet de l'entreprise, à but semble-t-il non professionnel, des dons assez étonnants à des associations. Renault parle aussi de montres Cartier ou encore d'invitations personnelles au Festival de Cannes. C'est la confirmation de ce qui avait commencé à sortir ces derniers temps. Il a fallu en tout cas plusieurs semaines pour mener cet audit. Ça a été très difficile de tirer les fils. C'était un peu une boîte noire, reconnaît un proche du dossier. Alors maintenant, Renault et Nissan envisagent de transmettre ces informations à la justice néerlandaise, ce qui va encore compliquer le cas de Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault est toujours en liberté, très surveillé au Japon. Il ne peut toujours pas, par exemple, voir sa femme. Le chef du service France d'Europe 1, Emmanuel Dutheil. Et par ailleurs, une enquête a été ouverte par le parquet national financier. Elle vise Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer. Ils sont soupçonnés d'avoir bénéficié de contrats douteux de la part d'une filiale de Renault-Nissan. C'est sans doute l'un des défis à relever dans les prochaines années. On parle de la dépendance, David. Oui, il va notamment falloir la financer. Le sujet est du coup au cœur du débat public depuis quelques semaines et nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à s'en inquiéter. C'est ce que démontre une étude Opinionway que nous vous révélons ce matin. 6 Français sur 10 déclarent être stressés à l'idée de devenir dépendants. Information signée Olivier Samin. Ce n'était pas identifié autrefois comme un sujet majeur d'inquiétude, mais ça change. Maria a 69 ans. Elle est en pleine forme, mais la dépendance liée à l'âge, ça fait quelques années qu'elle y pense.
pour elle et pour son mari. Ça m'inquiète parce que je ne sais pas qui c'est qui va s'occuper de moi. Vous en parlez avec vos enfants? Pas trop. C'est un sujet tabou. C'est ça, exactement. Je ne sais pas si j'aurai des ressources pour faire face aux besoins qu'on aura. À l'autre bout du spectre, voici Agathe, 18 ans, étudiante à Paris. Toute jeune, oui, mais pas insensible à la question de la dépendance. Et pour autant, assez confiante. Qui sait ce que nous réserve l'avenir si on ne va pas avoir des innovations qui feront que la dépendance sera moindre ou qu'on aura des facilités encore plus adaptées. Après, moi, je suis entourée d'une famille, j'entoure mes grands-parents aussi, donc ça me semble normal d'être un jour à mon tour entourée, donc ça me fait pas peur. 1 300 000 personnes sont en perte d'autonomie aujourd'hui en France. En 2050, ce sera presque le double. Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Manger bio, est-ce que c'est synonyme de bonne santé et de préservation de l'environnement? Mais c'est ce que l'on croyait jusqu'à la parution du dernier hors-série de 60 millions de consommateurs aujourd'hui en kiosque. Ils ont analysé plus de 130 produits bio. Les résultats sont surprenants et même, dans certains cas, pour tout dire, effrayants. Mélanie Il y a d'abord les produits bio qui n'ont aucun intérêt à être consommés. Dans les chips ou les pizzas bio, certes, pas de traces de pesticides, mais autant de gras ou de sel, voire même si on prend la charcuterie bio, autant de nitrites potentiellement cancérogènes que dans la charcuterie classique. Ensuite, la mauvaise surprise vient du côté des œufs et des laits bio. Certes, dans ces produits, pas de pesticides ni de médicaments vétérinaires, mais par contre des polluants comme les dioxines ou les PCB. Et le comble, c'est que ces perturbateurs endocriniens, on ne les retrouve pas dans les œufs et les laits non bio, précise Christelle Pangrazi, de 60 millions de consommateurs. Les vaches et les poules en bio peuvent sortir et picorent à l'extérieur ou broutent de l'herbe. Et en fait, il se trouve que les champs sont pollués en dioxines et PCB. Ce sont des polluants issus des usines. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a aucune distance de sécurité, en fait, aucune distance minimale entre un champ bio et une usine polluante. Et cette enquête dénonce aussi les dégâts du bio sur la planète. Exemple avec la pâte à tartiner. De plus en plus de consommateurs se tournent vers des marques bio pour échapper à l'huile de palme. Au final, beaucoup en contiennent. Et surtout, cultiver de l'huile de palme bio demande encore plus d'espace. Donc c'est encore pire en matière de déforestation. Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe. Mais est-ce que vous allez arrêter de manger bio? Moi, j'ai jamais commencé à manger bio. Ça va, il ne faut pas trop dramatiser non plus. Ok, voilà. Jingle. Un jour à portrait. Eh oui, nous vous présentons toute la semaine les joueuses de l'équipe de France de football. La Coupe du Monde commence chez nous à domicile vendredi. Connaissez-vous Élise Bussaglia? Elle est à la fois milieu de terrain de l'équipe de France et maîtresse d'école, figurez-vous. Simon Rubin. À 33 ans, Élise Bussaglia est la joueuse la plus sélectionnée des Bleus. Presque 200 matchs. En club, elle a connu Lyon, Paris, Wolfsburg ou Barcelone. Mais surtout, elle représente une sorte d'espèce en voie de disparition à l'heure où le foot féminin se professionnalise de plus en plus tôt. En plus d'être joueuse, elle est aussi institutrice. Et en début de carrière, elle a dû cumuler études, petits boulots et entraînement. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de professionnalisme, donc c'est sûr que j'ai continué mes études pour avoir mon diplôme. Et puis au début de ma carrière, oui, je travaillais à côté et puis je m'entraînais le soir au niveau du club avec mes partenaires et puis les matchs le week-end. Mais c'est vrai que c'était une vie assez éreintante. Un parcours inimaginable aujourd'hui. Les joueuses qui débutent se lancent exclusivement dans le football et lâchent pour la plupart les études supérieures. Élise Bussaglia, elle, pense déjà à la suite. Elle arrêtera après le mondial. Pas mécontente, elle va reprendre sa carrière d'institutrice. Loin de l'ambiance des stades, elle sera capitaine d'une classe de maternelle. Portrait signé Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Et nous vous donnons donc rendez-vous. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde, c'est vendredi au Parc des Princes, France-Corée du Sud. Soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h et diffusion du match en intégralité. Et puis un mot de Roland Garros. Évidemment. Nikos, je sais que vous aimez le tennis. Rafael Nadal s'est imposé hier face au japonais Nishikori. Roger Federer a battu son compatriote Stan Wawrinka. Et donc vendredi après-midi, c'est la demi-finale que les fans attendaient. Oui, absolument. Nadal, Federer. On vous donnera tous les détails à 8h35 dans le journal de Roland Garros avec Corinne Boulou. Et vous venez effectivement d'écouter la voix pro et charismatique de David Doucan. Merci David. À demain.